Bonjour à tous, je m'appelle Elisabeth Cazot et je suis étudiante à l'Université de Sherbrooke et coordonnatrice du comité Ruche Campus. J'ai fini mon baccalauréat en écologie à l'université et je suis présentement étudiante à la maîtrise en gestion de l'environnement. Je connais les pollinisateurs depuis de nombreuses années. Je suis apicultrice moi-même à la maison depuis au moins 5 ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire la conférence sur les pollinisateurs. C'est qui Ruche Campus? C'est un comité de l'Université de Sherbrooke dans lequel il y a des étudiants de plein de facultés différentes, dans lesquelles on fait des projets vraiment divers, comme aller aux ruches, faire des formations avec vous, les jeunes, faire des transformations, apprendre aux gens comment faire leurs propres produits de la maison avec les produits de la ruche. Bref, on fait vraiment beaucoup de choses et on s'implique beaucoup avec la communauté, donc ça se peut que vous nous voyez dans d'autres événements. Donc, avant de commencer, on voudrait vérifier si tu sais reconnaître l'abeille. Donc ici, on a 4 choix d'insectes qui ressemblent beaucoup à l'abeille. Donc je t'invite à faire pause sur la vidéo pour en discuter et savoir si tu sais vraiment c'est lequel l'abeille. Donc, oui, l'abeille, c'est bien celui dans le carré vert qui est Apis mellifera, l'abeille à miel. Mais il y a aussi le bourdon dans le carré orange qui est dans la famille des abeilles. Donc, on pourrait dire que c'est aussi une abeille, bien que ce ne soit pas exactement l'abeille à miel qu'on va discuter aujourd'hui. C'est plus comme sa cousine. L'autre, c'est la guêpe qu'on va voir aussi aujourd'hui et le frelon qu'on ne retrouve pas vraiment ici au Québec, donc qui ne sera pas étudié dans notre conférence d'aujourd'hui. Donc, pourquoi on parle de ça, les pollinisateurs? C'est que ça a vraiment un grand impact sur la nature, mais aussi sur notre alimentation. Comme on voit ici, avec les abeilles, on peut avoir une alimentation variée. On a vraiment beaucoup de sortes de fruits, de légumes, alors que sans les abeilles, on a vraiment moins de choix. Puis on peut même observer qu'il y a beaucoup de ces fruits-là qui sont des fruits exotiques. Donc au Québec, on a vraiment besoin des pollinisateurs pour nos fruits, comme on peut voir la tomate, la pomme, la framboise, la fraise ont absolument besoin des pollinisateurs pour faire le fruit. Comment ça se fait ça? Je vais vous expliquer rapidement c'est quoi la pollinisation. La pollinisation, c'est un processus biologique qui inclut les pollinisateurs, donc tout ça, ça va ensemble. Comment ça fonctionne? C'est que le pollinisateur, par exemple ici, l'abeille qu'on voit dans l'image, va aller sur la fleur. Pourquoi est-ce que les pollinisateurs vont sur les fleurs? C'est pour avoir le nectar, qui est le jus un peu qu'on retrouve au centre de la fleur, qui est très sucré, puis c'est ça que les abeilles vont prendre pour faire le miel. Donc les abeilles vont là pour ça, et ça donne qu'il y a aussi plein de pollen un peu partout, qu'on retrouve puis qui va venir se coller sur les pollinisateurs. Certains pollinisateurs vont même prendre le pollen pour en ramener, par exemple, l'abeille à la ruche, puis elle va en prendre vraiment pour elle pour en ramener. Mais habituellement, c'est malgré eux que les pollinisateurs vont se remplir de pollen puis se déplacer d'une fleur à une autre pour aller chercher plein de nectar et au final transporter le pollen. Donc, le pollen, c'est comme un peu l'organe mâle, comme pour les humains. Il y a un mâle et une femelle pour faire des bébés. C'est la même chose avec les plantes. Donc, le pollen, c'est le mâle. Et l'abeille va venir le porter dans la fleur qui va tomber dans le pistil, qui est l'organe femelle. Et ça, ensemble, ça va faire une graine, qui est en fait comme le bébé fleur. Et cette graine-là va se transformer en une prochaine fleur. Donc, la pollinisation, en gros, c'est de permettre aux fleurs de faire plein de bébés, on peut dire, pour qu'il y ait de plus en plus de fleurs. Et pour nous, les humains, ben, qu'il y ait de plus en plus de fruits, par exemple, et de fleurs aussi qu'on mange, ou les feuilles qu'on va manger aussi sur les plantes. Donc, comme je vous ai dit, les abeilles vont se ramasser avec plein de pollen sur la tête, comme on voit sur l'image d'en haut. Ça, c'est le pollen qui va être transporté d'une fleur à une autre, malgré elle. Mais les abeilles vont aussi stocker du pollen qu'elles vont mettre dans leur corbeille à pollen, qu'on voit aussi ici sur l'image, qui est dans le fond un petit sac qu'elles ont d'accroché sur leurs pattes. Puis elles vont pouvoir mettre tout le pollen bien tassé, comme on voit sur l'image du bas. Elle a une grosse boule de pollen sur sa patte. C'est ça qu'elle va ramener à la ruche, puis elle va pouvoir l'utiliser pour faire plein de produits avec ça. Donc, c'est une particularité des abeilles à miel, la corbeille à pollen. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu plus en particulier de l'abeille à miel, parce qu'à Ruche Campus, c'est celle qu'on connaît le mieux, vu qu'on a nous-mêmes des ruches à l'université. Les abeilles sont constituées de 3 castes ou classes qu'on appelle. Donc, il y a la reine. Donc, ça, il y en a juste une par ruche. La reine, elle est très grande, comme on voit au milieu.
elle est vraiment plus longue, et puis elle va toujours rester dans la ruche. Donc c'est normal si toi, tu n'as jamais vu de reine abeille dans ta vie, parce que ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle reste dans la ruche, puis elle pond des œufs. Elle fait ça toute la journée, pendant toute sa vie, qui est d'environ 3 à 5 ans. Il y a aussi les mâles, qui sont ceux d'en dessous, qu'on les reconnaît parce qu'ils ont des très très gros yeux. Et les mâles sont plus gros, on la confond souvent avec la reine parce qu'ils se ressemblent beaucoup dans leur grosseur, mais la reine n'a vraiment pas des aussi gros yeux que les mâles. Les mâles, eux, tu peux les voir dans la nature, mais beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup moins de mâles que de femelles dans une ruche. Donc, les femelles, c'est les ouvrières, celles qu'on voit en haut complètement, puis elles vont composer environ 80% d'une ruche, alors qu'il y a seulement 20% qui vont être des mâles. Donc, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup moins. On en voit beaucoup moins aussi des mâles parce que ils vont souvent rester dans la ruche, puis leur but à eux autres dans la vie, c'est de pouvoir un jour féconder une reine qui veut pouvoir partir une ruche puis faire plein de bébés abeilles. À part ça, ben, les mâles, ils font juste se promener dans la nature, puis ils servent à la pollinisation parce qu'ils aiment bien ça se promener dans les fleurs comme les ouvrières, mais ça n'a pas vraiment de but, ils ne ramènent pas de nectar à la ruche. À l'inverse, les ouvrières, celles d'en haut, c'est celles qu'on connaît bien, puis qu'on voit dans les fleurs en général. Et c'est celles qui font toutes les autres choses dans la ruche. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Donc oui, les abeilles ne font pas juste polliniser, elles doivent faire tout ce qu'on fait aussi, mais comme les humains, on doit nettoyer notre maison, faire à manger, bien, les abeilles c'est la même chose, sauf que c'est juste la femelle qui le fait. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour les rôles de la femelle, donc de l'ouvrière. Une ouvrière va vivre environ 42 jours, comme on peut voir dans le schéma ici, mais va avoir plusieurs rôles dans sa vie. Souvent, on compare les abeilles avec les fourmis qu'on connaît souvent beaucoup plus parce qu'on en parle beaucoup. Mais les fourmis vont avoir, par exemple, une fourmi qui va être fourmi guerrière pour toute sa vie, ou une fourmi qui va s'occuper de ramener de la nourriture à la maison. À l'inverse, les abeilles vont faire tous ces rôles-là à des jours différents dans la vie, ce qui font qu'ils sont capables de tout faire pendant leur vie d'abeille. Donc, pour commencer, quand l'abeille naît, la première chose qu'elle va faire, c'est nettoyer. C'est un petit peu plate nettoyer quand on naît, je suis d'accord, mais on n'a vraiment pas le choix pour que ça reste propre dans la ruche. Donc, les abeilles vivent dans ce qu'on appelle des alvéoles. C'est ce qu'on voit ici en forme d'hexagone. La petite abeille a la tête dans une alvéole parce qu'elle vient de naître et la première chose qu'elle fait en sortant de l'alvéole, c'est mettre sa tête dans l'alvéole pour tout licher ce qui reste, ses déchets, ou bien si elle avait laissé quelque chose dans le fond de son alvéole, pour que ce soit propre, pour qu'après ça, la reine puisse venir puis mettre un nouvel œuf là-dedans pour que ça recommence. Donc, elle va nettoyer. On peut voir ici, en haut dans le schéma, qu'elle va nettoyer pendant environ 16 jours. Elle nettoie un peu par-ci, par-là, tout ce qui traîne. Mais, quand elle va être plus vieille, donc environ 4 jours, elle peut avoir un autre rôle qui est la nourrice. Donc, ici, ce qu'on voit blanc dans le fond des alvéoles, c'est les larves. Les larves, c'est l'étape avant que ce soit une abeille. Donc, ça va grandir jusqu'à temps que ça devienne une abeille. Mais ces larves-là ont besoin de manger, c'est vivant. Ça mange du miel que les abeilles vont venir apporter. Donc là, ici, on voit qu'il y a des abeilles avec la tête dans les alvéoles avec les larves. Donc là, elles viennent porter le nourrissage aux larves pour qu'elles puissent grandir comme il faut. Donc ça, c'est la nourrice. C'est très, très important. Ensuite, quand l'abeille va être plus développée, il faut savoir que plus les jours avancent, plus elle se développe. Elle ne va pas devenir plus grande, mais tous ses sens vont plus se développer. Elle va mieux entendre, elle va mieux voir, tous ces sens-là vont se développer davantage. Donc, quand elle va être ventileuse, elle va pouvoir commencer un petit peu à sortir de la ruche. Ici, on voit bien, il ventile devant la ruche, par exemple, s'il fait vraiment très, très chaud. Et les abeilles veulent garder une température vraiment précise, donc elles vont ventiler pour aérer, mais aussi pour aérer le miel. Donc, les abeilles vont stocker le miel dans les alvéoles, comme on a vu tantôt. Même chose pour les larves. Donc, tout ça, c'est mis dans le même contenant, mais des contenants séparés. Une alvéole pour les bébés, puis une alvéole pour le miel. Et dans le fond, elles vont venir ventiler le miel jusqu'à temps que toute l'eau soit sortie du miel pour que ça ait exactement la bonne texture qu'on connaît aujourd'hui. Donc, nous, les apiculteurs, on fait vraiment juste prendre le miel, là, puis on le met dans des pots parce qu'il est exactement la bonne texture parce que c'est des abeilles qui l'ont fait. Ensuite, en même temps, donc ça peut être des rôles qu'elles vont faire dépendamment des besoins de la ruche, elles vont fabriquer le miel. Donc là, il y a des abeilles qui vont venir apporter le nectar dans la ruche et il y a ces abeilles-là à l'intérieur de la ruche qui vont prendre le nectar de la fleur et qui vont faire la trophalaxie. Là, c'est le bout un petit peu dégueu, mais il faut quand même continuer d'élever le miel, OK?
Ils vont prendre le nectar dans leur bouche, puis le transférer dans la bouche d'une autre abeille. Donc oui, elles vont comme un peu vomir dans la bouche de l'autre abeille, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle la trophalaxie. Et pourquoi elles font ça? C'est qu'il y a plein d'enzymes dans leur bouche. Ça, c'est comme des petites molécules. Puis les enzymes vont venir s'ajouter au nectar, qui va devenir de plus en plus épais jusqu'à temps que ça devienne le miel qu'on connaît. Si tu liches une fleur, ça ne goûtera pas le miel. Il faut vraiment que les abeilles viennent rajouter les enzymes. Donc ça, c'est ça la fabrication du miel. Ensuite, les abeilles vont aussi fabriquer de la cire. Donc de la cire, on connaît ça souvent pour faire des bougies, par exemple, de cire d'abeille. Et ça vient vraiment juste de l'abeille. Donc, elle ne va pas chercher la cire ailleurs dans la nature. Elle va vraiment en produire avec ses glandes. Donc, on voit ici dans l'image, sur son ventre, quand ça va être l'heure de produire de la cire, c'est pas elle qui décide, c'est toutes les molécules dans la ruche qui vont dire « Ah ben là, on manque de cire pour fabriquer des alvéoles, pour ranger le miel, il faut que quelqu'un produise de la cire. » Fait que là, ces glandes vont automatiquement produire plein de cire. Comme on voit ici, ça va sortir par son ventre. Puis là, elle, ben, elle va être comme « Ah, il y a de la cire sur moi! » Fait que là, elle va le prendre, elle va faire un petit moton avec, puis c'est là qu'elle va se mettre à former des alvéoles, puis à continuer de construire la maison. Fait que ça, c'est vraiment important, la fabrication de la cire, parce que si c'est pas fabriqué, ben, ils peuvent pas du tout construire leur maison, stocker le miel et toutes ces choses-là. Ensuite, il y a l'abeille guerrière. Elle est vraiment très importante aussi, parce que c'est elle qui va venir protéger tout ça. Il faut comprendre que les abeilles sont vraiment chanceuses de produire un miel aussi bon, puis de pouvoir en produire beaucoup, puis en garder en réserve. C'est d'ailleurs ce miel-là qu'on va prendre pour en vendre, puis en distribuer, surtout en manger. Ce miel-là, nous on le veut, mais il y a aussi d'autres animaux, d'autres insectes qui le veulent. Par exemple, les guêpes, qui vont pas produire de miel. On va souvent les voir qui vont venir rôder autour de la ruche, puis essayer de se faire passer pour une abeille en espérant que personne ne la voit. Elle allonge un petit peu la ruche, mais ces abeilles-là, les guerrières, ben, elles vont les surveiller puis les attaquer pour leur dire de quitter, parce que les guêpes ne sont pas acceptées. C'est juste les abeilles de la ruche qui sont acceptées dans cette ruche-là. Il y a aussi une autre raison pourquoi les abeilles guerrières existent, c'est parce qu'une abeille, quand elle naît dans une ruche, elle peut juste rester dans cette ruche-là pendant toute sa vie. S'il y a une ruche à côté, elle ne peut pas aller dans l'autre ruche pour aller voir si c'est plus beau chez le voisin. Il faut toujours qu'elle reste dans sa ruche à elle. Fait que les abeilles guerrières, elles vont savoir si c'est une abeille d'une autre ruche, puis ils vont lui bloquer le passage en disant « Non, non, il faut que tu restes chez toi, tu ne peux pas venir chez moi. » Mais ce qui est très intéressant, c'est que les mâles, comme je vous ai présenté tantôt, qu'on appelle aussi les faux bourdons, parce qu'ils ressemblent aux bourdons, mais il ne faut pas les mélanger. Les faux bourdons, eux, ils peuvent aller dans toutes les ruches. Ils ont comme un passeport international. Puis ils peuvent se déplacer de ruche en ruche, puis aller faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent bien aller manger le miel dans une ruche, puis après ça aller dans l'autre ruche la journée d'après, c'est pas grave. Mais la reine et les ouvrières doivent absolument rester dans leur ruche à elles. Donc ça, c'est les abeilles guerrières. Finalement, le dernier rôle que va avoir une abeille à la fin de sa vie, c'est de butiner, donc d'aller faire la pollinisation, de ramener le nectar à la maison. Pourquoi est-ce que c'est le dernier rôle qu'elles vont avoir dans leur vie? C'est que ça va leur prendre plusieurs jours pour développer correctement leurs yeux. Dans la ruche, il fait très noir, donc ils n'ont pas besoin de voir, ils font plus sentir avec leurs antennes pour savoir où est-ce qu'ils sont. Mais une fois rendus dehors, ben, ça leur prend des yeux plus développés pour se retrouver dans la nature. Puis c'est à partir environ du 20e jour qu'elles vont être toutes développées, puis ils vont enfin pouvoir aller dehors et ramasser le nectar. Donc les butineuses ben, sont très importantes pour amener la nourriture à la ruche. Donc, les abeilles, c'est là-dedans que ça vit. Donc, c'est ça des ruches. C'est des ruches en bois que les humains, on a construit, dans lesquelles on a mis les abeilles. Pourquoi est-ce que les abeilles vivent dans des boîtes en bois? C'est parce qu'elles ne viennent pas du Québec. Elles ont été importées des pays où est-ce qu'il fait beaucoup plus chaud, par exemple en Eurasie, en Europe, en Asie. Et là-bas, il n'y a pas vraiment d'hiver, fait qu'elles peuvent juste vivre dans les arbres, même dans les troncs. Tandis qu'ici, dès qu'il fait très froid, ben, elles ne sont pas capables de survivre au froid puis elles vont mourir. Donc, nous, au Québec, on a construit des boîtes en bois, au Québec, mais aussi dans tous les pays où il y a l'hiver, ce qui va leur permettre de pouvoir mieux contrôler leur chaleur. Puis ça nous permet aussi, à nous, les apiculteurs, de pouvoir mieux suivre ce qui se passe dans la ruche. Parce que, comme on voit ici, le rôle de l'apiculteur, en fait, c'est surtout de s'assurer que notre colonie d'abeilles est en santé. Donc, tout ce qui est dans la ruche est mobile. Donc, quand on arrive à la ruche, ben, on peut retirer des cadres
qui est rempli d'alvéoles, comme on voit sur l'image ici, avec des abeilles partout. Puis là, on va pouvoir chercher la reine, voir si on produit plein de miel, s'il y a plein de larves, si tout va bien. C'est ça notre rôle principal. Puis à la fin de la saison, ben, on va pouvoir récolter du miel parce que les abeilles en produisent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc nous, on peut en prendre en échange de ce service-là, de s'en occuper pendant l'été. Donc le rôle de l'apiculteur, c'est vraiment surtout de s'occuper de la santé des abeilles. Mais là, on parle beaucoup des abeilles à miel depuis le début, sauf qu'il n'existe pas juste les abeilles à miel. Donc, au Québec, il y a les abeilles à miel qui vivent dans des boîtes en bois, mais il y a aussi 350 espèces d'abeilles indigènes qui étaient là ici, qui n'ont pas besoin de vivre dans des boîtes en bois, qui vivent dans le sol, dans les troncs, puis qui vivent en petites colonies d'environ... Il y en a qui sont solitaires, qui vont vivre toutes seules. Ils vont vivre toutes seules toute sa vie. Il y en a qui vont vivre en paquets de 10. Tandis que les abeilles à miel sont vraiment, vraiment beaucoup. Là, dans une ruche, ils pourraient avoir des centaines d'abeilles. Fait que c'est vraiment pas la même quantité. Ce qui fait que souvent, l'hiver, ben, les abeilles indigènes vont aller dans le sol pour passer l'hiver, vont rester là. Donc, il y en a 350, il y en a même des vertes, il y en a de toutes les couleurs. Fait que souvent, tu pourrais te mélanger puis penser que c'est des mouches, par exemple, mais c'est bien des abeilles. Puis aujourd'hui, on va te montrer comment les identifier pour toujours les retrouver dans la nature. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, comme les papillons, les colibris, les bourdons qu'on a présentés tantôt, les coléoptères, et le vent, qui est un pollinisateur très important, surtout par exemple pour le pissenlit, qu'on connaît bien parce qu'il revole un peu partout quand il est rendu en boule blanche. Donc le vent est un pollinisateur. Bien évidemment, aujourd'hui, on n'en parlera pas parce qu'on sait tous identifier le vent, mais il faut considérer que c'est un vecteur de pollinisation très important. Donc, maintenant qu'on a compris toutes ces choses-là, il y a plusieurs façons d'aider les pollinisateurs pour qu'il y en ait plein partout, parce que comme on en entend beaucoup parler dans les réseaux, dans les journaux, les pollinisateurs sont en déclin en ce moment, notamment parce qu'on détruit leur habitat de plus en plus, on utilise des pesticides, il y a vraiment beaucoup de facteurs, mais on peut les aider. On peut les aider par exemple en faisant l'apiculture comme on fait ici à Ruche Campus. Si vous voulez apprendre à faire de l'apiculture, ben, vous pouvez aller dans des collectifs, voir s'il y a des gens autour de vous qui font de l'apiculture. Puis c'est vraiment le fun d'apprendre comment s'occuper des abeilles à tout le monde. Ça pourrait être une façon d'aider les pollinisateurs. Mais une autre façon que vous pouvez faire, vous à la maison, c'est d'installer des maisons à abeilles, comme on voit ici, qui est une maison de bois avec n'importe quoi que tu trouves dans la forêt. Tu pourrais mettre des cocottes, des petits tuyaux de bois, des feuilles, des branches, des roches. Tu mets ça dans une boîte, puis plein de pollinisateurs vont venir dans cette petite maison-là pour se trouver un habitat. Par exemple, dans les tuyaux, ben, les abeilles indigènes que je vous présentais tantôt, qui vivent dans des troncs, ben là, ça va comme leur faire des mini-troncs, puis ils vont pouvoir venir vivre là-dedans. Ils vont mettre leurs larves, mettre un petit peu de miel, puis vivre dans votre petite maison à abeilles. Vous allez pouvoir les observer grâce à ça. Donc ça, c'est une bonne façon de les aider. Une autre façon facile de les aider, c'est de planter des fleurs. Planter des fleurs du Québec, ou simplement dire à vos parents d'arrêter de couper les pissenlits sur le terrain. C'est une façon vraiment facile d'aider les pollinisateurs. En laissant les fleurs pousser librement. Et ça aussi, c'est une bonne façon de les observer en vrai dans la nature, juste en restant sur le bord d'une fleur. Puis il va sûrement avoir un gros bourdon qui va arriver pour polliniser, puis vous allez pouvoir bien l'observer. Donc, maintenant que vous savez vraiment beaucoup de choses sur les pollinisateurs, on va passer à l'atelier. L'atelier qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est pour vous aider à différencier les pollinisateurs qui ressemblent beaucoup à l'abeille à miel. Donc, pour ça, on va avoir soit un binoculaire si vous avez le matériel avec vous, ou sinon un cahier d'exercice pour faire l'atelier à la maison ou à l'école. Donc, les trois insectes qui vont être à l'étude dans notre atelier, c'est ceux-là. Quand on les regarde comme ça, c'est sûr qu'on peut se dire que finalement, c'est toute une abeille à miel, mais c'est vraiment trois espèces différentes. Je ne sais pas si vous les connaissez, vous pouvez faire pause pour bien les observer puis essayer de vous dire c'est quoi la différence entre ces trois insectes-là, qu'est-ce qui fait que c'est pas toutes la même chose. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a l'abeille à miel, oui, elle est là, en haut ici, qu'on a présentée, mais il y a aussi la guêpe commune qu'on a présentée au début de la rencontre, et en haut complètement, c'est une mouche. Donc, ce n'est ni une guêpe ni une abeille comme on vous a présenté depuis le début. Ça s'appelle une cirfe et c'est une mouche qui va imiter l'abeille. Il y en a beaucoup au Québec, donc ça se peut bien que vous en ayez déjà vu. Donc, le cirfe, qu'est-ce qu'il fait? Ça s'appelle du mimétisme.
Ça, c'est quand un animal va imiter quelque chose d'autre dans la nature pour, par exemple, s'enfuir des prédateurs. Donc là, le cirque a copié tout le décalque de l'abeille. Quand on la voit, ou de la guêpe aussi, ils se ressemblent. Quand on la voit, on ne sait pas trop si c'est une guêpe ou une abeille. Et normalement, les animaux, même nous les humains, on a peur que les abeilles ou les guêpes nous piquent, parce que c'est ça leur moyen de défense. À l'inverse, la mouche, elle pique pas. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une mouche dans votre main, mais elle n'a pas de dard. Donc, les prédateurs vont se dire « Ah, ben là, d'abord, cet insecte-là a un dard, je ne vais pas aller la voir. » Mais en fait, c'est juste une mouche qui n'a pas de dard et qui n'a pas moyen de défense. Sauf que vu qu'elle ressemble à une abeille ou une guêpe, ben les prédateurs la laissent tranquille. Donc ça, c'est le mimétisme. Un autre cas qu'on connaît bien, c'est le monarque et le vice-roi. Donc le monarque, c'est un papillon bien connu au Québec, que vous avez peut-être déjà observé, ou même peut-être vous avez déjà observé le vice-roi, puis vous avez pensé avoir observé le monarque. Pourquoi est-ce que le vice-roi copie le monarque? C'est parce que le monarque, en fait, il y a plusieurs raisons, mais le monarque qui est vraiment toxique, il goûte vraiment pas bon, ce qui fait que les prédateurs vont éviter de le manger. Mais là, le vice-roi, lui, ben, il goûte bon, on pourrait penser, par exemple, qu'il goûte la barbe à papa. Mais il veut pas se faire manger, parce que dans la vie, tu veux pas te faire manger, fait qu'il copie le monarque pour pas que les prédateurs le mangent, puis ça fonctionne, parce qu'il pense qu'il est toxique, comme l'est le monarque. Donc, plus précisément, on va regarder c'est quoi qui différencie l'abeille, la guêpe et la mouche pour que vous puissiez bien les différencier dans l'atelier. Donc, l'abeille, elle est poilue. Elle a vraiment beaucoup de poils, elle est très douce et elle est brune et noire et non pas jaune et noire. Comme on voit sur l'image, c'est vraiment plus brun, orange foncé. Elle a 4 ailes. Donc, ça, c'est la plus grande raison qui différencie l'abeille de la mouche. C'est que l'abeille et la guêpe ont 4 ailes, donc elles font partie des hyménoptères. Ça veut dire les insectes qui ont 4 ailes, comme on voit sur l'image. Donc, elle a 2 ailes de chaque côté. Tandis que la mouche, elle en a seulement 2 ailes, qu'on appelle les diptères. Et ça, c'est ce qu'on va pouvoir observer aujourd'hui au binoculaire. Et aussi, ben, il y a la corbeille à pollen. Comme je vous ai dit, les petits crochets après ses pattes qu'on va pouvoir vérifier si c'est une abeille à miel. La guêpe, quant à elle, elle a presque pas de poils, puis des fois, elle n'en a même pas du tout. Et elle est vraiment jaune et noire, celle-là. Et comme l'abeille, elle a 4 ailes, mais elle a une taille de guêpe qu'on appelle. Donc, on voit bien au milieu ici de son corps, c'est très mince. Et c'est ce qu'on appelle la taille de guêpe. Tandis que l'abeille ne va jamais avoir ça. Elle va tout le temps être pas mal égale dans son corps. La guêpe va être très mince au milieu. Donc ça, c'est une bonne façon de différencier les guêpes des autres. Et le cif, donc la mouche, est peu ou pas poilue, jaune et noir, comme la guêpe, sauf qu'elle a 2 ailes, comme je disais tantôt. Donc c'est une diptère. Ça va être ça le principal moyen de le différencier de l'abeille et de la guêpe. Et elle a aussi de très grands yeux, comme on observe ici. Ils sont tellement grands, ces yeux, qu'ils vont même se coller en haut. Et ça, c'est caractéristique des mouches. Donc ça, en regardant ça, on va pouvoir voir si c'est vraiment une mouche ou bien plutôt une abeille ou une guêpe. Donc maintenant, vous avez appris plein de belles choses avec Rush Campus aujourd'hui. On va tester vos connaissances. Je vous invite aussi à liker notre page Facebook ou à en parler avec votre famille pour montrer toutes vos connaissances sur les pollinisateurs et les abeilles du Québec. Merci, bonne journée!